la vidéo est fatiguée. C'est bon, ouais. Ok. Donc, si vous nous entendez, je vais enchaîner avec. Attendez, je vais enchaîner avec les maladies professionnelles des chirurgiens dentistes. C'est toujours un résumé, donc je n'ai pas vraiment détaillé. D'accord. Je vais commencer par vous poser cette question. Est-ce qu'il est légitime de penser que la médecine dentaire, c'est une pratique à risque? Qu'est-ce que vous me répondez? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Oui ou non? Message, je vais voir. Je vais admettre mon camarade. D'accord. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est une pratique à risque? C'est bien. Pour mieux comprendre, il y a beaucoup de risques, surtout dans cette période de confinement. Vous savez que pratiquement tous les cabinets dentaires sont ouverts actuellement. Moi-même, je travaille à la clinique, je prends des patients. Et chaque fois, chaque jour, je rentre chez moi. Donc, j'ai des parents qui sont âgés, j'ai mes enfants qui sont en bas âge. Je me pose cette question-là. Est-ce que je rentre avec le Covid ou pas? Donc, ça devient vraiment pénible pour nous. D'une part, on est dans l'obligation de travailler, on n'a pas le choix. Il faut prendre en charge les patients qui souffrent, il faut prendre en charge les urgences, faut travailler, on n'a pas le choix. Mais d'autre part aussi, on manque réellement de moyens de protection. Et rajouter à tout cela que même la population ne respecte pas vraiment les consignes de sécurité, de distanciation, et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est un métier ou c'est une pratique vraiment à risque. Donc, je n'ai pas à vous contredire sur ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, la profession du chirurgien dentiste est incontestablement une pratique à risque, altérant au fil du temps les fonctions locomotrices et au moindre degré les fonctions visuelles et oculaires. Il en résulte de ces affections, sinon des pathologies qui viennent grossir le lot déjà très important des maladies professionnelles que l'on risque d'avoir, comme les infections causées par des produits dentaires, les intolérances allergiques, etc., etc., etc. On commence par la postérologie ou les postures de travail. En position debout, le travail minutieux nous oblige à ramener le champ opératoire à une distance de vision, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc de 35 à 40 cm. Le praticien n'est jamais droit, mais toujours en avant. En position assise, elle présente moins d'inconvénients que la stature debout au plan rachidien, mais néanmoins, aussi pour des raisons qui concernent la circulation sanguine dans les membres inférieurs, les varices. Ça peut nous procurer des problèmes. Ce n'est pas une position idéale à 100%. Il y en a d'autres affections qui sont dues aux produits dentaires. Vous avez les affections qui sont dues au mercure, heureusement. Pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup de produits qui contiennent du mercure, avec pratiquement l'arrivée sur le marché des composites, des GMA. D'accord. Donc, on a délaissé une utilisation des amalgames pour les composites. Donc, le danger réside dans la présence de vapeurs de mercure ou de ces composés. Inhalé, le mercure se fixe au niveau du système nerveux. Les symptômes sont du trouble du sommeil, des céphalies, tremblement des mains avec altération de l'écriture, une instabilité émotionnelle et parfois des gingivostomatites. Il faut aussi toujours de conserver le mercure dans des récipients hermétiques incassables, pas surtout quand vous utilisez le mercure seul, ce n'est pas dans les calculs prédosés.
nettoyer toute trace de mercure éparpillée, travailler dans des locaux aérés et l'utilisation du mortier épuisant. Je viens de vous dire, alhamdoulilah pour le moment, donc on est un petit peu à l'abri de cette utilisation euh, bien abusive donc, de l'amalgame qu'on a délaissé pour le composite. Tant mieux pour vous, parce que nous, on a quand même passé quelques années de notre vie à utiliser l'amalgame avec ce risque de mercure. Vous avez des allergies qui sont dues à l'égénol, comme vous voyez sur la photo là. Il est à l'origine d'eczéma trirobelle, accompagné de prurite intense. Le formol aussi, il provoque une dermatite, localisée aux extrémités digitales et au niveau des espaces interdigitaux. Vous avez aussi l'anesthésie, la procaïne et la novocaïne. Elle entraîne des dermatites caractérisées par un prurite intense, en particulier entre les doigts, puis des sensations de brûlure, puis un érythème. Cela peut s'étendre à l'ensemble de la main et même à l'ensemble de l'organisme. Il faut travailler proprement et avec des gants pour se protéger. Vous avez aussi les maladies infectieuses et là on revient, on est dedans, donc entre autres cette histoire de Covid qui a mis en avant quand même une partie de notre pratique mise à nu, de notre pratique qu'on négligeait avant. Et moi, ce que je souhaiterais, même s'il y a donc, on va dire, une disparition de cette pandémie, il faut que nous, praticiens, il faut hein, qu'on garde ces réflexes qui sont des bons réflexes de protection, qui sont le FFP2, la surblouse, les gants, les lunettes, protection des cheveux et ainsi de suite, parce qu'ils sont des bons réflexes. J'espère que c'est comme la ceinture de sécurité de la voiture, ça devient après un réflexe dès qu'on entre dans un cabinet dentaire, dès qu'on commence à prendre en charge un patient, on se met en tenue de soins, d'accord, qui est le seul rempart, à mon sens, à mon avis, contre toute contamination des chirurgiens dentistes et de son équipe. Donc, le chirurgien dentiste est exposé au risque de contracter la maladie infectieuse du patient qu'il traite. Les agents de contamination sont des bactéries et les virus véhiculés par le salive, le sang et les sécrétions rhinopharyngées. On est très exposés, nous, les chirurgiens dentistes, dans notre pratique quotidienne, surtout avec cette histoire de salive, de particules de salive et de sang. Les voies de transmission sont les voies transcutanées, les muqueuses, les voies aériennes. Les germes sont apportés par la respiration des malades et par les aérosols provoqués par le seringue, ainsi que les instruments rotatifs de désaphage et surtout les instruments aux ultrasons. Donc, c'est un milieu ou c'est un lieu à haut risque de contamination. Je dis bien à haut risque de contamination. Il n'y a pas un patient sain, il n'y a pas un patient malade. Entre guillemets, c'est que tous les patients, d'accord, potentiellement, sont à risque. C'est pour cette raison qu'il ne faut plus faire de distinction entre les patients. Et cette protection, il faut qu'elle soit systématique. Elle n'est pas une solution facultative, non. Elle est obligatoire et il faut qu'elle soit systématique. Vous avez aussi la grippe. La grippe, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce qui ressemble un petit peu à la grippe, le Covid-19. Vous avez le tuberculose, vous avez aussi les maladies virales, aussi le syphilis. Donc, c'est une infection qui est chronique, qui est contagieuse. La maladie présente un chancre mou au niveau oral qui peut contaminer au contact. Vous avez aussi les contaminations herpétiques, les herpès, et ainsi de suite. Et vous avez le HIV. Je peux mettre à la fin le Covid-19. Là, je vous laisse quelques secondes à voir cette bibliographie qui est très enrichissante pour vous, pour que vous puissiez vous documenter éventuellement sur le sujet, d'accord, de ces infections ou ce risque professionnel des chirurgiens dentistes. J'ai rajouté, chose que j'ai pas mis ça sur la plateforme, c'est la maladie du siècle, ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est un phénomène qui commence à prendre de l'importance ces dernières années. C'est un syndrome d'épuisement professionnel chez les médecins dentistes. L'exercice de la médecine dentaire demande beaucoup de concentration et une attention constante. Les conditions de travail fatigantes d'un point de vue psychique, physique et moral entraînent chez les individus, les médecins dentistes, des manifestations psychologiques néfastes telles que le stress, l'anxiété, la dépression ainsi que le burn-out.
Le burn-out, ce n'est pas la fatigue, hein, ce n'est pas la dépression. On va voir tout à l'heure, d'accord? Attendez que j'accepte vos camarades. Voilà, d'accord. Donc, le burn-out, ce n'est pas une dépression, c'est un phénomène qui est encore plus grave, c'est une maladie. Actuellement, dans les pays qui respectent un petit peu la profession, ils ont classé le burn-out comme une maladie chronique. Vous allez comprendre comment faire la distinction entre une dépression et le burn-out. Le burn-out, il concerne le praticien, le médecin dentiste. Il ne concerne pas le malade. D'accord? Ça parle de médecin dentiste. Ok. L'incapacité de la personne à résoudre un conflit lié à la perte de sens de son travail. C'est ça la définition de burn-out. C'est l'incapacité de la personne à résoudre un conflit qui est lié à la perte de sens de son travail. Vous allez mieux comprendre. Le burn-out, il entraîne donc un manque d'autonomie, un déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance obtenue, le faible soutien social, la communication insuffisante et les particularités individuelles. C'est-à-dire que, si je prends le deuxième point, je dis bien déséquilibre entre les efforts fournis et les reconnaissances obtenues. Autant qu'on fournit des efforts, autant qu'on est dans un système d'autonomie, donc pratiquement chaque jour, on est en train de faire le même travail, d'accord? Autant qu'on n'a pas vraiment un soutien social, familial dans notre métier, d'accord? Autant qu'on parle très peu de notre métier, d'accord? En plus, ses particularités individuelles, chacun d'entre nous, il a ses faiblesses et ses points forts, il a son caractère. Tous ces points peuvent nous entraîner vers le burn-out. Quels sont les symptômes? D'abord, vous êtes déjà étudiant en 5e année et vous allez retrouver quelques signes dans votre comportement quand vous êtes en clinique et quand vous êtes en plein année universitaire et que vous avez des TP pratiquement au quotidien. Vous devenez irritable, il y a un phénomène de cynisme, négation des échecs, une perte de l'humeur positive, un manque d'assurance. Je ne sais pas ce que vous retrouvez ou pas. Il y a un manque d'assurance, une insatisfaction et une impatience. Ça, on le voit même chez nos étudiants, malheureusement. Parce que vous êtes soumis au stress, je prends la prothèse, vous êtes soumis au stress de livrer votre prothèse dans des délais, vous êtes soumis à un stress de soins, vous avez des TP, vous avez des objectifs à atteindre, d'accord? Ça vous rend, on a vu des étudiants qui sont devenus irritables, qui voient noir, qui sont d'un pessimisme qui est inquiétant. C'est juste parce que ils ont des TP pratiquement au quotidien. Et on se pose cette question. Et après, quand ces étudiants qui commencent leur vie professionnelle, après, quand ils sont dans leur propre cabinet, et quand ils sont dedans, plein dedans, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Donc, on continue. Il y a un épuisement mental avec l'anxiété, il y a une indécision et il y a le stress qui peut être associé à une dépression. Là, ce sont des symptômes physiques parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des symptômes comportementaux. Donc, ça influence le comportement. Les deuxièmes volets, ce sont les symptômes physiques ou somatiques. C'est un épuisement fort. Vous vous rendez compte, c'est un épuisement mental avec l'anxiété. D'accord? On commence à être indécis dans notre vie. On ne sait plus quelle est la bonne décision à prendre, même une décision qui ne relève pas de la profession. Et on éprouve un stress et on peut même associer ce stress à une dépression. Vous avez aussi des symptômes émotionnels, un manque d'enthousiasme et de joie, on devient cynique, on devient triste, on devient pessimiste et une baisse de l'estime de soi. On ne se donne plus la même valeur. On oublie qu'on est médecin, qu'on a fait des études et quand
moi je dis toujours une expression qui me remonte le moral quand je suis un petit peu déprimé par rapport à mon travail au quotidien et quand je suis surchargé de patients, je me dis toujours que le bon Dieu nous a dotés d'un métier qui apaise la douleur de nos patients. D'accord. Je pense que c'est ça, c'est un don du ciel. Et ce don du ciel, donc, quand je vois un patient qui vient en souffrance, il ressort de mon cabinet ou ressort de la clinique soulagé. Donc, ça ne peut que me procurer du bonheur et beaucoup d'estime de soi-même parce que ce n'est pas donné à n'importe qui pour soulager les patients. Le diagnostic du burn-out est difficile à établir car les médecins ne disposent pas de critères précis. Ainsi, distinguer un épuisement professionnel d'une dépression n'est pas chose facile. Pour le moment, les médecins se basant sur l'entretien qu'ils ont avec le patient, d'accord, et les symptômes que ce dernier éprouve. Donc, le traitement, la prescription d'antidépresseurs, une psychothérapie individuelle d'une durée moyenne de 12 à 16 semaines. Cette dernière a pour but de traiter les déficits interpersonnels, le retrait social, vaincre les craintes et favoriser de nouvelles relations sociales et enrichissantes. Le burn-out, c'est pas une dépression, celui qui a une dépression, donc il peut prendre un traitement, il peut revenir travailler après. Le burn-out, une fois que le diagnostic est établi, le médecin dentiste, le chirurgien dentiste n'a plus envie de revenir et de travailler en tant que médecin dentiste. Il peut faire un autre métier, il peut le faire un autre métier, il peut faire autre chose, mais il refuse de revenir, d'accord, et travailler en tant que médecin dentiste et chirurgien dentiste. C'est inexplicable. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment une symptomatologie précise, d'accord, une explication précise pour ça, mais en prenant tous les signes qu'on a vus tout à l'heure, peut-être que vous allez mieux comprendre et éviter d'arriver à ce stade-là. Donc, prévenir, réduire et gérer le burn-out. Il existe deux catégories de moyens pour prévenir et atténuer le burn-out ou réduire ses conséquences. Premièrement, l'une s'adresse aux capacités de l'individu à faire face au stress. D'abord, acquérir les habiletés cognitives. Ça, c'est très, très important. Vous allez voir au fur et à mesure que je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Identifier et faire prendre conscience au sujet de sa manière de penser, de décider de distorsion dans l'évaluation des situations, de proposer des modalités différentes de pensée, de nouvelles attitudes de mettre en jeu un style cognitif différent dans une situation considérée comme stressante et de mettre en application des techniques spécifiques de relaxation et de gestion de votre temps. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu vous dissocier de votre métier. Il ne faut pas, vous travaillez la journée, vous avez beaucoup de stress, vous avez beaucoup de cas, vous avez des cas de réussite, d'accord, mais vous pouvez avoir aussi des cas d'échec. Ces cas d'échec doivent obligatoirement rester au cabinet dentaire. Ne le prenez pas avec vous, d'accord, à l'extérieur, parce que ça va influencer votre façon de penser. Ça va vous créer comme un autre stress, d'accord, et ça va vous créer des problèmes de communication avec les autres. Vous pouvez vous en parler avec des confrères, mais dans votre famille, dans votre environnement, essayez d'oublier que vous êtes médecin dentiste, que vous êtes chirurgien dentiste, et faites autre chose. Malheureusement pour nous, les gens voient en nous que des médecins dentistes, et encore pire, c'est que dans ces moments, enfin depuis quelques années déjà, ils voient en nous que les médecins dentistes sont des gens riches, qu'ils voient en nous des sources d'argent, et quand ils voient un cabinet qui est plein et que nous, on refuse de prendre une quarantaine de patients, qu'on se limite à une dizaine de patients, ils ne comprennent pas qu'on a une vie privée, qu'on a une vie familiale, une vie sociale, et cette vie sociale, cette vie familiale, elle est aussi importante que la vie professionnelle et que nos familles, nos parents, nos enfants, d'accord, ils ont autant des droits sur nous, d'accord, que la vie professionnelle, et d'autre part, ça d'une part, et d'autre part, que notre équilibre, et pour éviter ce phénomène de burn-out, que notre équilibre psychologique et physique aussi, on peut tirer et profiter de cette vie familiale, cette sociale, pour un petit peu avoir un équilibre psychique, psychologique et physique en dehors de notre travail. L'autre façon, consiste à modifier l'environnement de travail, renforcer la participation des travailleurs aux décisions,
il faut prendre des décisions, mais avec votre infirmière, avec un collègue, si vous avez des collègues, si vous avez un cabinet de groupe. Il ne faut pas détenir la vérité. Il faut pas vous dire que vous êtes le seul capable à gérer une situation. Il faut partager les tâches, comme ça vous allez vous soulager. Faciliter le développement du soutien social de la part des collègues plus expérimentés. Parlez aux gens plus expérimentés que vous, parlez aux gens qui ont des années d'expérience, qui ont probablement beaucoup de vécu, qui peuvent vous faire profiter de ce vécu-là. La mise en place d'une relation de confiance avec les patients et le personnel, et une posture adéquate et lutte contre la monotonie par l'adoption de nouvelles techniques et une réduction du nombre d'heures de travail. Allez-y vous former, allez voyager. Le voyage, c'est un très très bon moyen, c'est un excellent moyen, d'accord, pour éviter le stress et le burn-out. Le burn-out ou épuisement professionnel constitue une forme sévère de stress qui affecte surtout les professionnels de santé. Il se caractérise par un état d'épuisement physique, affectif et mental. Actuellement, des résultats positifs ont été obtenus par le changement d'attitude, tels que la confiance en soi, la satisfaction au travail, l'évaluation des superviseurs et les collègues et la promotion. Donc, ça a été comme une conclusion au burn-out. On peut en parler toute la journée sur le burn-out et on ne terminera pas le sujet. Donc, voilà, j'ai terminé les cours, enfin les 5 cours que j'ai planifiés. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. J'en ai 27 étudiants qui sont en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Allô, allô? C'était clair? Donnez-moi une réponse. Est-ce que c'était clair? Ouais, très bien. OK. Continue. Tout est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. D'accord. Est-ce que vous voulez que je reprends un point précis ou bien vous me donnez votre avis sur quel point? Sur le burn-out, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis connecté en audio, hein. Vous pouvez parler si vous voulez. Allô? OK. Il n'y a pas de questions? Très bien. Bon, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est important que vous avez choisi un métier qui n'est pas facile. Euh, il y a eu beaucoup de collègues qui ont payé de leur chair, de leur santé, notre métier. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le matin, j'ai lu sur un article qui m'a été envoyé par un collègue d'Alger, un chirurgien dentiste qui est malade. Une femme de 30 ans, à la trentaine, elle a eu un arrêt cardiaque sur le fauteuil dans un cabinet dentaire. Elle est décédée au cabinet dentaire. Donc, déjà, je déplore cette perte. La patiente, mais aussi, je suis autant inquiet pour le praticien ou la praticienne qui exerce. D'accord? Comment elle a vécu ça? C'est terrible. C'est terrible de perdre un patient qui perd la vie. Et maintenant, je ne connais pas les circonstances. Vous imaginez un petit peu. Parce que c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on a un patient et qui nous fait un malaise sur le fauteuil. Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'ai pas bien fait mon questionnaire? Est-ce que le malade il a déjà un problème d'ordre général? Est-ce que j'ai mal fait mon anesthésie? Et ainsi de suite. Donc, ce stress qui est un stress quotidien, quotidien, vraiment, c'est un stress qui est quotidien, d'accord? Si vous n'arrivez pas à trouver, d'accord,
quelque chose d'autre qui peut équilibrer ce stress-là. D'accord? Vous allez souffrir pendant pas mal d'années de votre vie professionnelle. Moi, ce que je vous propose, essayez de faire du sport, d'accord? Beaucoup de sport, beaucoup de sport. Essayez de faire du mouvement de relaxation, essayez de lire, essayez de voyager, essayez de discuter, d'accord? Avec vos collègues jeunes et âgés, les collègues aînés, donc qui ont plus de vécu que vous, donc ils peuvent vous faire bénéficier de leur expérience. Et, et surtout, si vous avez les moyens, faites de la formation continue. Faites de la formation continue. Allez partir voir, aller faire des stages, d'accord? C'est d'une pierre deux coups. En même temps, vous allez vous détacher un petit peu de votre milieu quotidien. Et deuxièmement, vous allez perfectionner vos formations et vous allez toujours être à la page et avoir toujours l'actualité professionnelle qui va vous aider énormément, énormément dans votre pratique quotidienne parce qu'à chaque fois que vous apprenez quelque chose dans une formation, vous allez revenir dans votre cabinet avec une meilleure envie de travailler et d'appliquer cette nouvelle technique, d'accord, ce qui renouvelle un petit peu chaque jour cette envie de travailler. Bon, là, j'ai une question. Monsieur, vous pouvez reprendre la partie avant le burn-out car j'avais un problème de connexion. Je vais essayer attendez. La partie, c'était les maladies professionnelles. Dans le burn-out, c'était les positions de travail. Donc, vous le savez ça. Ce sont les positions de travail. Ensuite, il y avait on a parlé du mercure. On a dit que le mercure, actuellement, il n'est pas vraiment utilisé parce que on a délaissé un petit peu l'amalgame et on utilise plus maintenant les composites. Vous avez le génol, donc les allergies, les eczémas, les prurites, donc qui peuvent être provoqués soit par le génol, le formol, l'anesthésie, les gants, d'accord, le latex, les gants, parce qu'on est obligé de se protéger aussi les mains, donc en utilisant les parties dans latex. On a parlé des maladies infectieuses, d'accord. On a cité le Covid-19 et on a parlé que ces réflexes de protection qu'on est en train d'utiliser actuellement, que tôt ou tard, je pense qu'il faut qu'on l'utilise maintenant, même s'il y a, Inch'Allah, le Covid-19, même après, il faut que vous gardiez ces bons réflexes parce que potentiellement, chaque patient et inversement, hein, chaque patient est un risque et même pour le patient, on peut nous être praticiens aussi un risque pour le patient. Donc, on évite à nos patients aussi de les contaminer si l'un de nous est contaminé. Voilà. C'est bon? Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, merci pour votre présentation. Bonne Allah présentation. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. D'accord? Et si tout va bien, Inch'Allah, la reprise, c'est le mois d'août, Inch'Allah. Et ce que je souhaite, c'est que nous claquons dans des meilleures conditions, Inch'Allah. D'accord? Au revoir.